Bonjour tout le monde. Je suis en train de vérifier que tout le monde est connecté et puis que tout le monde nous voit en live. Il va y avoir une petite interlude d'avant. Je vois que il y a beaucoup de monde qui sont connectés. Je vais juste m'assurer que sur YouTube, tout est correct. Ça a l'air de bien fonctionner, toutefois. Avec la technologie, il faut toujours vérifier. Le temps que tout le monde se joigne à nous.
Voilà, voilà, on fait on meuble, comme on dit. Voilà, je pense que ça commence à populer. Ça commence à populer. Je check sur les différentes, plateformes. Si vous m'entendez bien, merci de nous le dire. C'est comme si j'ai fait de la radio toute ma vie, ou presque. Voilà. On va avoir un beau moment aujourd'hui avec, notre ami Philippe, Baudouin. Voilà, je pense qu'on peut commencer là. S'il y a des soucis, juste nous le faire savoir, dans le chat. Continuez à interagir, dans le chat, c'est toujours ce qu'on aime, hein, les interactions entre les humains. On va parler d'IA, mais les humains restent au centre de ce qu'on fait. Alors, n'hésitez surtout pas. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à nos amis, bien sûr à Montréal, au Québec. Bonjour à nos amis, en Belgique. Bonjour à nos amis en France. Je vois du monde donc qui est connecté, d'un peu partout. Bonjour Michel Bricteux. Bonjour, c'est qui que je vois aussi? Il y a plein de monde. Fait que c'est très chouette de, vous voir, vous rencontrer, en ligne, aujourd'hui. Comme vous voyez, je suis en train de meubler, hein, de laisser le temps au monde qui n'ont pas encore, terminé leur café de nous rejoindre, permettre les connexions un peu partout. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Pourquoi? Parce que, c'est une première action qu'on fait avec nos amis, on a dit Belgique, mais il faut absolument qu'on précise les régions, hein. La Belgique, c'est 3 régions, comme vous le savez. Donc il y a Bruxelles-Capitale, la Wallonie et la Flandre. Donc, bonjour à nos amis de ces régions. Bonjour aussi à, tous ceux et celles qui ont, participé à cette petite préparation là par rapport à ce webinaire qu'on va aborder tout de suite, démarrer tout de suite. On va parler d'IA générative. Moi personnellement et aussi dans le cadre de notre travail au Printemps numérique, on est, évidemment, on suit les avancées de l'IA depuis, plusieurs années déjà, hein, depuis, depuis un long moment. Pour plusieurs raisons. Vous savez, Montréal est un hub extrêmement important, quand il s'agit de recherche en intelligence artificielle. On a plusieurs PPT ici. On a, bien sûr nos universités, nos centres de recherche, nos centres de valorisation. Fait que ça nous a amené bien sûr à nous intéresser beaucoup à l'intelligence artificielle, d'un volet vraiment, très réseau, très précis. Par la suite, enfin, depuis novembre dernier, hein, il y a quelque chose qui s'est passé. Depuis novembre dernier, on a l'impression que le reste des humains, comprennent enfin, peut-être, le potentiel de ces algorithmes, qui nous passionnent depuis un certain moment déjà. Je pense qu'ils comprennent l'impact parce que, pour une première fois, ils ont eu accès à jouer avec, ces algorithmes. Donc, parce qu'avant, souvenons-nous, là, quand on parle d'intelligence artificielle, on pense à quoi? On pense aux robots. On pense à des enfin, à des choses qui sont plus mécaniques. Je parle pour l'ensemble des gens. Toutefois, avec le donc la ce qu'a fait, OpenAI et la mise à disposition des humains, un peu partout en fait, pour une connexion, assez simple, donc à se connecter, à jouer avec, l'intelligence artificielle, ça a amené beaucoup de questionnements, beaucoup de peur aussi, beaucoup de possibilités qu'on peut entrevoir. Aujourd'hui, on souhaite faire avec, notre ami Philippe Baudouin, comment dire? Un état des lieux, par rapport à l'IA générative. Philippe joue avec, ces algorithmes depuis plusieurs années. Philippe, bonjour. Bonjour Mehdi, oui, je joue avec ça depuis plusieurs années, comme chercheur, comme entrepreneur, c'est ça, avec, Et beaucoup de chapeaux différents. voilà, et Philippe, donc Philippe est un entrepreneur comme il disait, comme tu dis, pardon. Il est, également bien sûr, chercheur en IA
Et il est aussi, on a le plaisir de l'avoir sur notre conseil d'administration au Printemps numérique, fait que c'est un privilège de te côtoyer enfin, dans le quotidien aussi. Alors, bienvenue Philippe, merci d'être là. Je voulais aussi mentionner que dans ce live, il va y avoir quelques questions en anglais qui vont être posées par donc notre chère collaboratrice Dominique Argan. Euh, Hello. voilà, Dominique qui est de l'équipe du Printemps numérique, donc elle va être là aussi pour certaines questions en anglais. Voilà. Donc on va commencer tout de suite avec toi, Philippe. Au fait, est-ce que tu peux te présenter, comme dit un de nos amis là d'une chaîne YouTube qu'on aime beaucoup, Philippe Baudouin, peux-tu te présenter succinctement? Oh, non. Je vais essayer quand même. Donc, c'est ça, j'ai un background quelque part entre le monde académique, le monde de l'ingénierie, l'entrepreneuriat. J'ai fait mes classes à l'Université de Montréal, à UBC, en computer graphics, euh, en infographie, mais en utilisant beaucoup d'IA. Ensuite, j'ai travaillé chez Google pendant 5 ans dans différents groupes et à la fin, dans un groupe qui s'intéressait à l'utilisation de l'IA dans Chrome, le furteur que vous utilisez peut-être ce matin pour nous regarder. Euh, et après 5 ans là, j'ai cofondé une compagnie qui s'appelle Element AI, qui était vraiment qui était dans la mouvance de l'IA. Et notre but, c'était d'utiliser l'IA pour aider les entreprises. Donc, voir comment l'IA allait s'intégrer dans les entreprises. C'était un peu avant l'IA générative, mais au sein d'Element AI, j'étais en charge des équipes de recherche, de la collaboration avec les universités, tout ça. Et ça m'a permis de travailler sur des transformers. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, GPT, le T dans GPT, ça veut dire transformer, c'est la base de ce qu'il y a derrière ChatGPT. Et puis nous, on travaillait sur quelque chose qu'on pourrait appeler GPT-2. Donc, j'ai eu la chance de voir ces trucs-là émerger, sortir des labos, puis ça a été une expérience fascinante. Après, donc, Element AI, j'ai cofondé une compagnie qui s'appelle Waverly, avec justement comme principe, là, c'était il y a 3 ans qu'on était un petit peu en avance, mais utiliser les avancées en IA générative ou en tout cas en compréhension de la langue naturelle pour nous donner des plateformes en ligne plus saines, avec des belles conversations, avec des gens qui s'intéressent les uns aux autres. Donc, vraiment utiliser l'IA pour améliorer nos relations humaines. Et pour le bien commun. Pour le bien commun. Merci Philippe, je pense que ça prendrait effectivement beaucoup plus de temps pour te présenter, mais là au moins on cadre un petit peu notre invité aujourd'hui. J'ai oublié de mentionner quelque chose qui est tout de même importante. Pourquoi tu sais, dans la communication qui a devancé ce webinaire dans la petite affichette. D'ailleurs, pour l'image qui est sur qui est sur le visuel, a été générée avec un prompt sur Midjourney pour les gens qui se posaient la question. Ce webinaire-là se déroule dans le cadre d'une belle collaboration cette année parce que dans le cadre de MTL Connect, la semaine numérique de Montréal que nous organisons du 10 au 13 octobre à Montréal, la Belgique va être à l'honneur, et toutes ces régions, Wallonie, Bruxelles et Flandre, vont être là. Il va y avoir beaucoup d'invités de marque aussi. Au moins, on a 2 ministres présidents qui sont déjà confirmés, de Wallonie et de Bruxelles-Capitale. Et plusieurs entreprises, beaucoup d'entreprises qui vont se déplacer ici à Montréal pour échanger avec nos écosystèmes. Voilà pour ce qui était du contexte. Là, on passe au vif du sujet. Je pense je vois un petit peu le direct. On est sur plusieurs plateformes donc je pense qu'on peut commencer le vif du sujet. Philippe, euh, donc la question qui revient, et je pense, j'imagine, en tout cas, il y a des gens qui nous suivent, qui sont un peu plus reliés d'une façon ou d'une autre à l'IA, générative notamment, d'autres peut-être qui sont un peu moins. Fait que j'aimerais qu'on parte déjà des bases. C'est quoi une IA générative? L'IA générative. Et de quelle, en fait, et comment elle se différencie des Ouais, autres c'est formes ça. d'IA? Ouais.
Il n'y a rien qu'on aime plus en IA qu'inventer des nouveaux termes pour mélanger tout le monde. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est que derrière tous ces nouveaux termes-là, c'est toujours la même technologie depuis des dizaines et des dizaines d'années. C'est le deep learning, l'apprentissage profond. Puis l'apprentissage profond, c'est ce qu'on appelait avant des réseaux de neurones. C'est juste que c'est des réseaux de neurones qui fonctionnent. Avant, ça ne fonctionnait pas, là, ça fonctionne. On peut les rendre, on augmente, en tout cas, la manière dont ça fonctionne, un réseau de neurones, c'est qu'il y a des couches de neurones là, qui sont connectées les uns aux autres, puis on peut les rendre plus profonds. Et c'est ces avancées-là, dans ce qu'on est capable de faire avec des réseaux de neurones, qui ont donné lieu à toutes les évolutions successives de l'IA qu'on connaît aujourd'hui. Donc, quand on parle de reinforcement learning, quand on parle de vision, d'IA générative et tout ça, c'est toujours des avancées en termes de réseaux de neurones qui ont permis ces avancées-là. Donc, ça, c'est juste pour mettre la table. Une fois qu'on a dit ça, l'IA générative, en fait, c'est l'utilisation de ces technologies-là, pas pour générer du contenu. Okay? Classiquement, l'IA, on s'en servait peut-être pour prendre des décisions, pour nous aider à analyser des données, à comprendre ce qu'il y avait dans une image, à comprendre le contenu d'un texte. Avec l'IA générative, on va un niveau plus loin. On demande à l'IA de générer quelque chose, générer du texte, générer des images, éventuellement générer de la musique. Donc, c'est vraiment cette avancée-là. C'est encore la même technologie, mais on l'a fait tellement évoluer qu'aujourd'hui, elle est capable de créer du contenu. Et c'est sous ce chapeau-là là, toutes les utilisations de l'IA pour créer du contenu, on appelle ça de l'IA générative. OK, puis pour cette grosse bombe là qui s'est abattue sur planète Terre le mois de novembre dernier, accessible à tout le monde, ChatGPT, c'est quoi ChatGPT? Donc, ChatGPT, c'est une forme d'IA générative, mais c'est basé sur quelque chose qui s'appelle des grands modèles de langage. Okay? C'est vraiment l'avancée des grands modèles de langage qui a permis l'avènement de ChatGPT. Puis je vais vous expliquer ici vite c'est quoi un grand modèle de langage. C'est vraiment pas si compliqué que ça, puis ça va vraiment vous permettre je pense, de saisir les forces, mais aussi les limitations de ChatGPT. La manière dont on entraîne une IA, classiquement, c'est qu'on invente un problème ou on lui donne un problème pour lequel on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exemples, et puis on demande à l'IA de devenir bonne sur ce problème-là. C'est-à-dire qu'on lui donne tellement d'exemples, voici un problème, voici la solution, voici un problème, voici la solution. Pour un problème donné, on lui donne beaucoup, beaucoup d'exemples. Et là, le réseau de neurones s'entraîne et finit par être bon à résoudre des problèmes qu'il n'aurait jamais vus. Pour les grands modèles de langage, le problème qu'on utilise, c'est un problème qui est un petit peu bizarre quand on se met dans la peau d'un humain, mais c'est de deviner ce serait quoi le prochain texte d'un mot pour lequel on n'a pas vu tout le texte. Okay? Donc, si je donne, je ne sais pas moi, la première page d'un roman, puis je demande ce serait quoi le premier mot au début de la page 2, c'est un drôle de problème. Comme humain, on serait peut-être capable de deviner le mot. On serait peut-être pas mauvais à ça, mais c'est le problème sur lequel on a entraîné nos grands modèles de langage. Donc, essentiellement, un grand modèle de langage, c'est une IA qui est très, très bonne à deviner le prochain mot dans une phrase ou dans un texte ou dans un grand, grand texte. La particularité, c'est qu'il peut avoir un très grand texte qui précède le mot qu'on demande de générer. Donc, si le texte au premier paragraphe, parle de la manière dont les vaches sont élevées en Écosse, et puis là, le deuxième paragraphe, ça parle d'autres choses, puis au troisième paragraphe, ça revient aux vaches, bien, le grand modèle de langage peut faire le lien avec l'Écosse, par exemple. Donc, donc ça, c'est le problème sur lequel on a entraîné ça. L'avantage de l'entraîner sur un problème comme ça, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup d'exemples de problèmes avec la solution. C'est-à-dire, tous les textes qu'on a sur Internet, on peut les tronquer, on peut les couper avant le mot 18, puis demander à l'IA de dire le mot 18, puis on connaît la solution parce qu'on a le reste du texte. Donc, ça règle un des problèmes qu'on a quand on entraîne des IA, qui est de trouver des données d'entraînement. On a tout le web pour s'entraîner. Et là, une fois qu'on a ce modèle de langage-là, on a une base qui a une compréhension quand même assez fine du langage humain. Elle n'a pas une compréhension de c'est quoi un fait. Elle n'a pas mémorisé des textes. Elle n'a rien de tout ça. Mais elle a quand même une compréhension assez fine du langage humain. Et là, on peut spécialiser ces modèles-là. Et c'est ce qu'on fait avec un chat GPT. C'est qu'on prend un grand modèle de langage qui est juste bon à prédire le prochain mot, je vous le rappelle, mais on le spécialise avec différents trucs pour le transformer en
agent conversationnel, en un truc qui, étant donné une question, va générer une réponse. Mais la manière dont il génère sa réponse, c'est toujours en revenant au grand modèle de langage, c'est-à-dire en se basant sur sa capacité à deviner le prochain mot, étant donné les mots précédents. Et la conséquence de ça, c'est que nos systèmes, ce sont des systèmes à écrire du blabla. Ce n'est pas un système pour aller chercher la vérité, pour trouver le bon document, étant donné une requête. Ça n'a rien à voir de ça. C'est un système qui est bon pour générer le prochain mot, étant donné les précédents. Et ça, c'est un élément extrêmement important parce que le sachant, hein, on va, nos attentes par rapport aux réponses vont être modérées de beaucoup. Et on ne peut pas se dire que ce qu'on va recevoir comme c'est la vérité, c'est la sainte vérité, n'est-ce pas? C'est ça, exactement. Exactement. Dominique, Yes, je vois que... well, Philip, so glad to have you with us today. So glad to be able to participate in this webinar. For our Anglophone friends, would you please tell us how how generative AI evolved over the time? Yes. Thank you. Great. So generative AI evolved from something called self-supervised learning. So this idea that you don't need a lot of labeled examples in order to train an AI system, machine learning system. You can, if you are clever enough, you can take examples that are out there and turn them into problems for the AI to learn. And that's what we did. That's the basis of ChatGPT or of these GPT models. So, sorry. So, how these things were evolved. So self-supervised learning. So the idea that you can just give it a text, turn the text into a problem. In that case, it's a problem of predicting the next word. And just from there, you can build a much more complex system on top of it because you already trained something that has a really fine understanding of human language, how you refer to concepts you've seen before. And all of that is embedded into the self-supervised learning. And from there, it evolved into something into ChatGPT eventually. Very interesting. Merci beaucoup. Je vois quelques questions là sur le chat de YouTube. Avant ça, je voulais dire bonjour à Patrick et bonjour à Gilles Breda. Mais bonjour Gilles. Il y a une question que je partage tout de suite. Est-ce qu'une prochaine étape pourrait être l'IA générative personnalisée? Donc, sur la base des données personnelles, donc générer du texte avec mon style d'écriture, image basée sur mes milliers de photos. Oui, c'est une excellente question, Mehdi. Je pense que oui. Je pense que déjà aujourd'hui, on est capable de fournir des prompts de plus en plus compliqués à ces systèmes-là. Et le prompt lui-même peut être créé de manière à décrire le style qu'on souhaite voir le système utiliser. En tout cas, du moins pour ChatGPT, c'est peut-être moins le cas en ce moment pour les plateformes de génération d'images, mais ça va s'en venir aussi. Ce ne sera pas impossible de donner des prompts visuels, pas juste des prompts écrits. Avec GPT-4, on est capable déjà avec un accès un peu réservé. De lui donner des images comme prompt? Les images, oui, en fait, il y a un nouveau truc là, je pense que c'est cette semaine qui est sorti, qui s'appelle Mini GPT, qui se connecte avec GPT-4 et puis qu'on peut upload nos photos, on peut télécharger notre photo, parce que ça a été présenté lors de la première présentation de GPT-4, et ceux qui jouaient avec GPT-4 ne voyaient pas justement où est-ce qu'on peut ramener ces photos-là. Puis là, depuis cette semaine, je l'ai testé hier, ou avant-hier. En tout cas, c'est possible. Ça commence à être possible. Fait que, voilà. On va changer les temps. C'est moi qui vais t'interviewer. Non, mais regarde, ça c'est un peu aussi la réalité qu'on vit avec ces algorithmes. Ça avance tellement vite pour se mettre à jour. Je ne sais pas, ça nous prendrait peut-être une intelligence artificielle qui va nous mettre à jour sur les différentes... Non, mais je pense aussi que ça souligne à quel point il faut faire preuve d'humilité dans cet univers-là. Il n'y a personne qui est en mesure de tout suivre. Là, ça va trop vite. C'est à travers ces conversations-là qu'on se met tous,
qu'on se mette tous à jour les uns les autres. C'est pour ça que j'apprécie la convivialité de notre échange là, ce matin. Ah, Je me mais c'est nous pose qui pas sommes. comme l'expert. Ah non, mais tu es Oui, notre oui, expert. Tu es notre expert, Philippe. merci, Ce merci. que tu es en train de faire depuis plusieurs années, c'est fascinant, c'est passionnant et on te suit avec grande, comment dire? Avec, des étoiles dans les yeux. Fait C'est bien. que voilà. C'est bien gentil. Heu, Mais donc, c'est ça, pour revenir à ce que tu disais, ben, c'est ça qui est génial avec ces systèmes-là, c'est que c'est des systèmes qui sont pré-entraînés, mais qui peuvent être spécialisés très, très rapidement. Puis c'est ça que, quand on parle de prompt engineering, puis les gens qui découvrent des nouveaux prompts et tout ça, c'est ce que ça nous montre essentiellement, c'est qu'il reste un aspect créatif à l'utilisation de ces outils-là. C'est pas comme si, une fois qu'ils étaient entraînés, c'était fini, puis on pouvait pas les amener ailleurs. On voit très bien qu'on peut les amener ailleurs. Et ça veut dire qu'on peut les amener vers quelque chose qui nous ressemble un peu plus. C'était disponible dans ChatGPT 3.5. C'était déjà disponible là. La capacité à donner une espèce, à faire il appelait ça un baked prompt, je ne sais pas trop, mais de prendre un prompt puis de l'utiliser à chaque fois qu'on commence une interaction. Et si ce prompt-là décrit notre style, nos préférences, ces choses-là, on peut effectivement s'imaginer qu'on va avoir un chat GPT un peu plus personnalisé. En parlant justement de ChatGPT, ou GPT, hein, peux-tu nous donner quelques exemples, justement d'utilisation? Que ça soit de ChatGPT ou d'autres IA génératives, dans Ouais. divers secteurs? Juste un petit survol. Oui, donc en général, les utilisations d'IA générative, à haut niveau, on fait vite le tour dans le sens où c'est de créer du contenu de manière plus facile, ou d'avoir un nouvel outil pour créer du contenu. Donc, on le voit pour créer des images. Hein, l'image qui est utilisée même pour décrire, pour vous inviter à ce séminaire-là, je pense que Mehdi, tu l'as fait avec Midjourney, c'est ce que tu me disais hors d'onde. Oui, absolument. Et puis, tu sais, on voit, là, ça peut être utilisé pour ça. C'est de plus en plus facile de créer du contenu, que ce soit du contenu écrit, du contenu des images ou bientôt du contenu audio, de la musique, des choses comme ça. C'est certain que ça va avoir un impact sur tous ces aspects-là. Donc là, on peut de là dériver toutes les industries qui vont être impactées par ça. Il y a des limitations. Je pense qu'on va surtout le voir dans... ça va demander quand même pas mal de travail pour se rendre à un résultat final qui est le résultat qu'on avait en tête là, pour les images et tout ça. Si vous voulez faire un logo, par exemple, je pense que on peut se servir de ChatGPT ou de DALL-E ou de Midjourney pour générer beaucoup d'idées de logos. Mais une fois qu'on a ces idées-là pour les cleaner puis faire les retouches puis jouer avec les couleurs et tout ça, ça va toujours être utile d'avoir un graphiste, un humain, en tout cas pour un certain... Yes, I will jump into that subject to ask you if you believe that generative AI can really help us build new business model, new products, and if yes, what sort of products, what sort of business can you foresee, or that you believe that can be developed, that will be developed in the few months or years? I don't know what is the evolution that you see. Yeah, I would say think of places where you first of all, yes, it's going to impact a lot of business models. So we should be scared. I don't know, right? I mean, you can see it as an opportunity. Depending on how you look at business, do you want to basically invent the next thing or just try to exploit what you had before? I mean, if you were trying to exploit what you already have, yes, it can be a bit scary. But if you are thinking towards the future, it's a really exciting time because you can be thinking about ways to, even things you never dare think of before because you're like, oh, it would take way too many humans to create content around X, Y, or Z. So if you can think of a way to use or to empower people to create content for whatever use and that you would benefit from it, I think that's a positive one. You can, the first thing is, let me try to automate stuff that I'm paying people to do. Yeah, you can do that, but I think it's the lazy way out. What I find really interesting are new ways to empower people who couldn't create before, to
let them create. And I think we'll see a lot of platforms evolve that do that. This is definitely one of the ways in which we're looking at it at Waverly. Then naturally, there are a bunch of evil uses of it. If you want to pump a bunch of content on the web that has very, very little value because it doesn't add anything to the discourse, but maybe it gets reference on Google or it gets you a few clicks on Facebook. You can do that. I wouldn't advise for it. I don't think it's going to be a very sustainable model over a long time. I'd encourage everybody to think about more creative ways to use it that feels good to humans, to people, instead of trying to pollute the space. There is one thing I want to say here is that the first thing you should do, though, before you get excited about this, is try to understand it better, because it has a lot of limitations. The biggest one being around its total inability to access truth or fact, or not even truth, but facts or documents, or to access a database of stuff. It's really not meant for that. At the fundamental level, as I was saying earlier, it is a word prediction device. It's good at predicting the next word given the previous words. So don't think of using it for factual stuff. Think of using it for creative stuff, or maybe to help humans think about things that are important to them. Yeah, that's what I would recommend. There's Awesome. yeah. Ça va introduire ma prochaine question. Peut-être avant ça, il y a une question de Amir Serrar par rapport à Copilot de Microsoft. Il nous demande est-ce qu'on a une idée sur sa prochaine mise en application, enfin sa prochaine mise en ligne là. On sait que pour nos amis de Microsoft et de Bing, c'est déjà disponible aux États-Unis sur le territoire américain pour certaines applications. Pour Bing, pour Copilot, l'ensemble de l'œuvre, c'est prévu les prochains mois. Mais vous savez, avec les avancées de ces choses-là, puis surtout, je pense que c'est aussi une décision d'affaires. C'est pas encore, on n'a pas encore toute l'information. Je ne sais pas, Philippe, si toi, tu as de la donnée par rapport à cela. Mais je me permets de jumper dans une autre question en bon chinois. Parce que ce qu'on vient de parler par rapport à, justement au modèle d'affaires et tout ça, il y a certaines limites. Mais ces limites, il y a aussi le potentiel. Donc, on a parlé de ces deux parties-là. Est-ce que tu veux renforcer par rapport à justement cela? C'est quoi le potentiel et les limites de l'IA générative? Sur quoi? Bon, donc, les limites, comme on l'a dit, je pense que la principale, et puis je la martèle parce que c'est vraiment la principale, c'est son incapacité à accéder à une banque de données pour faire son travail. Okay? C'est pas fait pour ça. C'est fait pour générer des mots. Donc, si on pense que cette génération de mots-là va s'ancrer dans des documents ou sur le web, ou sur Wikipédia ou dans une banque de données, on se trompe complètement. Ça va parfois le faire, c'est ça. Donc, si par exemple, vous demandez qui est Yoshua Bengio, ça va répondre quelque chose de pas mal. Si vous demandez qui est Philippe Baudouin, j'ai fait bien des affaires pour ChatGPT qui sont absolument fausses. C'est fascinant. J'aime beaucoup de personnages qui me dessinent, mais c'est pas moi. Donc c'est ça, c'est pas ancré dans la vérité. C'est vraiment juste une machine à prédire le prochain mot dans le contexte d'une question. Donc, c'est la limitation principale. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des utilisations potentielles importantes. On a parlé de s'en servir pour créer du contenu. Il y a une utilisation potentielle que j'aime beaucoup, qui est la principale qu'on utilise chez Waverly et que peu de gens voient, mais je pense qu'elle peut avoir un impact très, très important. C'est de se servir de l'IA générative pour aider les gens à exprimer leurs préférences. Tous les systèmes, on utilise plein de systèmes tous les jours. On utilise des réseaux sociaux, on utilise des outils, des Excel, des emails. On utilise plein de systèmes. Certains de ces systèmes-là sont complexes, ont des configurations complexes pour essayer de comprendre nos préférences, comment on souhaite utiliser ces systèmes-là. Et typiquement, on a plusieurs façons d'aller configurer nos préférences dans ces systèmes-là. On peut le faire à travers des pages de settings, ou on peut le faire sur les réseaux sociaux en cliquant sur des trucs qu'on aime, puis en cliquant sur des trucs qu'on aime, sur des trucs qu'on n'aime pas, en cliquant like, en écrivant des commentaires et tout ça. Et à travers ça, le réseau social va se configurer pour essayer de comprendre nos préférences. Ça, c'est comme ça qu'on le faisait jusqu'à aujourd'hui. Nous, ce qu'on est en train de découvrir chez Waverly, c'est qu'il y a une manière, avec l'utilisation de l'IA générative, de permettre aux gens d'exprimer leurs préférences dans leurs propres mots
et ensuite d'être transparent par rapport à notre compréhension de ces préférences-là en leur reflétant leurs préférences dans des mots français ou anglais, donc en langue naturelle. Et ça, cette compréhension-là, c'est le dialogue-là qui peut mener à la compréhension des préférences et puis refléter les préférences à l'utilisateur. Je pense que ça ouvre une porte tout à fait nouvelle dans la configuration de nos systèmes complexes, en particulier les réseaux sociaux, ce qui nous intéresse spécifiquement chez Waverly. Mais si on commence à y réfléchir dans différents contextes, dans votre contexte d'affaires, c'est un endroit où vous pouvez réfléchir à ça. Soudainement, il y a peut-être des features ou des options des différents produits qu'on ne mettait pas parce que ça rendait le produit trop compliqué ou ça faisait que la configuration devenait vraiment complexe, l'onboarding devenait complexe, etc. Mais soudainement, on peut penser à les réintroduire et les rendre disponibles, mais derrière une interface à base de chat, à base de mots de langue naturelle. Je pense qu'on va voir ça évoluer beaucoup, beaucoup dans les prochaines années, être adopté de plus en plus par différentes entreprises. Et puis, j'ai bien hâte de voir l'impact que ça va avoir de ce côté-là. D'ailleurs, il y avait une question sur YouTube là, par rapport à est-ce qu'on peut donner un exemple concret d'utilisation d'IA générative autre la génération de texte? Justement, voici un bel exemple d'utilisation d'IA générative donc, qui peut nous aider vraiment à bien définir nos recherches, nos intérêts, les interactions qu'on a sur les réseaux qui nous entourent. Je passe au fait au défi et enjeux éthiques que l'IA l'IA générative en particulier donc amène. Comment, et ça c'est une question en fait qui nous taraude, qui nous anime, enfin non, qui nous questionne énormément. Comment l'IA générative peut-elle impacter négativement l'économie entre guillemets, l'économie de l'attention? Ouais. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais je pense que l'impact négatif premier qu'on va voir de l'IA générative, c'est justement la création de contenu à faible valeur ajoutée, là, donc, c'est Une pollution. la pollution de nos espaces d'information. C'est terrible. Ça existait déjà avant l'IA générative, là, c'est rien de nouveau. Je pense que c'était une stratégie adoptée par plusieurs là, de créer des posts ou d'essayer de générer de l'enthousiasme, de trouver des manières de se positionner sur les moteurs de recherche, etc. là, en créant du contenu. Mais ce contenu-là coûtait un petit peu plus cher quand on fallait demander à des humains d'écrire des blog posts. Là, ça va être pas mal plus facile de le faire avec de l'IA générative. Mais ça risque de ne pas créer beaucoup de valeur. Cela étant dit, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se servir de l'IA générative pour créer du contenu à forte valeur, en s'en servant comme d'un truc pour s'inspirer, pour nettoyer nos phrases, etc. Donc, il peut y avoir un avantage intéressant là, de créer, aider des gens qui ont de la difficulté à s'exprimer ou à le faire un petit peu mieux. Ça c'est super génial, mais c'est dans les motivations derrière qu'il faut qu'il y a un impact. Donc, quelqu'un dont la motivation, c'est juste d'occuper l'espace, peu importe la valeur qu'il rajoute. Fait que ça peut ramener, au fait, ça peut être donc une utilisation non sereine de l'IA générative peut amener des enjeux d'infobésité assez importants. Absolument. On l'a vu, je pense que c'était la semaine dernière avec l'annonce il y avait un post là je pense que c'était dans un magazine ou un journal allemand. Par rapport à Schumacher, par rapport donc au pilote, tout un post qui a été généré qui n'avait rien à voir avec la réalité et ça a été publié dans un média assez important, ce qui a forcé donc la famille du pilote à démarrer des processus légaux. Exact. C'est sûr que comme tu le dis si bien, il faut faire attention à ces informations, à la génération de contenu à faible valeur. Yes, maybe. Oui, Can I say something? Because I was wondering, actually, AI can probably help us with these issues that we're mentioning. Yeah. Actually, about
misinformation, deepfake. Maybe we can use AI to tackle these issues. Yeah. What do you think? Yeah, so just briefly to introduce, we were talking about how generative AI can be used to create poor quality content, false content, misinformation, disinformation, deepfake, all of these things. And it's absolutely true. And yes, can it help us tackle the issues it create? I think it can, although not in the naive way that people sometimes think. We've seen some claims, this thing can detect ChatGPT, like any text created by ChatGPT or any image created with Midjourney. I think maybe it can for a while, but it's an arms race that the detector will lose, because actually that's what the teachers are telling to the kids. Yeah, they're telling, yes, we can detect. We know if it's ChatGPT that has created it. I mean, the best detector I saw classified the U.S. Constitution as generated by ChatGPT, which is a pretty good one. So the founding fathers cheated. Anyway, but yeah, I think it's like the detectors are not the way. I don't think they are the way forward to use AI to help us. What I believe we can do is use AI. And again, that this is such a core belief for me that this is what we built Waverly for, is to use AI to help people, to give an ally to everyone as they try to make sense of their informational environment. This informational environment is not going to become smaller. Everybody's putting stuff out there. A lot of that stuff is good. I would say if more people put more stuff, there's going to be good stuff, right? I mean, just go on YouTube. There's so many niche videos that are quite interesting and done with the best intent. Like, we want to have access to that. We want to amplify these for our friends. So this idea that we can have an ally on our side that understands how we want to shape our information world around us, I think it's super powerful. And AI, its ability to understand human language, means that it can understand what we care about, as I was saying, our preferences. It can understand our preferences better, but it can also understand the world around us. Who's trustworthy? When Mehdi posts something about generative AI, I know it's good. When he posts something about bagels, he's always wrong because he likes the Fairmount bagel. I don't know, whatever. I can train an AI to understand, like, my trust network, who I trust around me, the kind of information I like to be exposed to, maybe on different days of the week. On weekdays, I'd like to have a more work-related information landscape. On weekends, you can put more entertainment in there. But all of these things, we can have an ally on our side that understands how we would like our information landscape to be shaped, and that just helps us do it. We've explored that very, very little. The way in which we've explored it up until now has been with social network fields, and honestly, they're incredibly limited in their way of understanding us. What I believe is we need to use similar systems. So yes, networks of trust, yes, access to a very, very wide information, but driven by an AI that seeks to understand us, that gives us the power to shape this in a way that reflect that our desire to have access to cleaner information, more trustworthy information. And once we start developing that, I believe this is when we really start to use AI to help us solve the problem it's creating. Ça introduit bien l'autre question, ce qui est par rapport à donc aux questions reliées à l'éthique. Donc l'éthique, notamment les billets. Il y a les grosses questions de billets. Est-ce que tu peux, Philippe, nous expliquer c'est quoi déjà un billet en IA? Et puis, c'est en fait la responsabilité qui vient avec, notamment par rapport à la transparence des systèmes qui sont utilisés. Ouais. D'abord, dans sa définition très, très générale, un biais, c'est quelque chose qui est absolument essentiel pour prendre une décision. Quand on prend une décision, on est biaisé d'une certaine manière. Quand vous choisissez qui embaucher pour le poste que vous avez ouvert, vous êtes biaisé, mais vous êtes probablement biaisé en faveur du candidat qui est le plus compétent,
qui a les valeurs les plus alignées avec votre entreprise ou ce genre de choses-là. Mais vous choisissez vos biais. Quand on parle de biais, généralement, ce qu'on entend par là, on parle de biais problématiques, c'est-à-dire des biais qu'on ne souhaiterait pas voir utilisés dans une prise de décision. Okay? Ces biais-là existent, on sait qu'ils sont introduits dans les décisions humaines. Hein. Avant l'IA, si on a des humains qui prennent des décisions, ces humains-là peuvent être biaisés. Par exemple, préférer les candidats hommes ou candidats femmes, c'est un biais classique hein, qu'on a. Et là, on se donne des mécanismes pour essayer d'éviter ces biais indésirables-là. Le truc, c'est que les biais indésirables existent aussi dans nos mécanismes de prise de décision quand ces mécanismes de prise de décision-là sont faits par des machines. Un des principaux problèmes qu'on avait au début de l'utilisation de l'IA pour la prise de décision, c'était qu'on invoquait souvent « Ah, mais c'est une machine, elle n'a pas de biais », mais ce qui est tout à fait faux. Tout à fait faux. Elle a les biais de ses données d'entraînement. Si, par exemple, les données d'entraînement montrent que les chances d'être embauché quand on est un homme sont plus élevées, bien, elle va reproduire ces biais-là. Donc, il faut se donner des outils pour identifier les biais négatifs, mentionner les biais négatifs et les contrer. Et ça, dans les mécanismes de prise de décision, c'est assez évident. Quand on se sert de l'IA pour décider, on ne devrait pas le faire, mais en tout cas pour décider qui est embauché, si jamais on fait ça, là, on peut essayer d'identifier, de nommer, d'identifier, puis de contrer explicitement les biais qu'on ne souhaite pas voir. C'est beaucoup plus subtil en IA génératif, ces biais-là. Mais ils existent aussi, parce qu'il y a des biais aussi dans les données d'entraînement, des biais indésirables dans les données d'entraînement. Par exemple, la manière dont une IA comme Midjourney est créée, c'est qu'elle a vu beaucoup d'images associées à du texte qui décrit ce qu'il y a dans l'image. Quand elle a vu du texte qui parlait de patrons, de patrons d'entreprise, de grands chefs d'entreprise, les images contenaient plus fréquemment des hommes que des femmes. Et ça, ce n'est pas nécessairement un biais qu'on souhaite. On ne se sert pas de Midjourney pour prendre une décision, mais on s'en sert pour générer une image. Et si ce biais-là existe, puis on souhaite s'en défaire, ou c'est un biais qu'on trouve indésirable, qui est mon cas, puis je pense qu'il est le cas de beaucoup de gens autour de la table ici, on ne veut pas que par défaut, quand on dit fais-moi une image de chef d'entreprise, que ça sorte un homme plutôt qu'une femme. On voudrait que ce soit 50-50, hein, qui tire au hasard puis qui en choisit ça, mais c'est clairement pas 50-50 en ce moment. Et là, bon, je vous ai donné un exemple qui est très, très évident, mais il y en a qui sont beaucoup plus subtils. C'est pratiquement impossible pour une IA comme Midjourney de commencer à identifier tous ces biais-là. Sinon, en essayant de bénéficier de l'intelligence collective, tous ceux qui posent des questions à l'IA peuvent être en mesure d'identifier ces biais potentiels-là. Une fois qu'on les a identifiés, on ne connaît pas très bien, on ne connaît pas si bien que ça les mécanismes pour essayer de les enrayer, de les enlever de la plateforme. C'est très difficile. Et ça souligne aussi le manque de recherche dans notre compréhension fondamentale de ces systèmes-là. Ce qu'on voit en ce moment, c'est une accélération très, très rapide de la recherche en IA générative, mais sur les aspects qui sont bénéfiques pour les entreprises. Donc, il y a plein d'aspects qui sont laissés de côté, qui n'ont pas des bénéfices directs pour l'entreprise privée. Et je vais vous en nommer 3 ici, qui ont été nommés dans une lettre ouverte qui a été publiée par Yosha Bengio et Elon Musk il y a 2 semaines, avec laquelle je ne suis pas nécessairement en accord, mais il identifie quand même 3 axes de recherche qui sont délaissés, qui sont importants. Le premier, c'est la recherche dans la compréhension fondamentale de ces systèmes-là. C'est vraiment étonnant parce que ce n'est pas des systèmes qu'on a construits, c'est des systèmes qui émergent un peu, tu sais, ce qu'ils sont capables de faire. Et on ne comprend pas les maths même derrière. C'est le premier truc. Deuxième truc, la transparence de ces systèmes-là, qui puissent nous expliquer comment ils sont arrivés aux résultats auxquels ils sont arrivés. Et le troisième, le contrôle, le meilleur contrôle de ces systèmes-là, pour qu'on puisse s'assurer qu'ils ne prennent pas certaines décisions qu'on regretterait éventuellement. Donc, c'est des endroits où est-ce qu'il faut se mettre à investir un peu plus. Puis je pense que c'est la recherche publique qui va nous aider à aller dans cette direction-là. Absolument, Philippe. D'ailleurs, tu sais, une des choses qui sont très questionnables, c'est si, par exemple, à un moment donné, la connexion entre ces algorithmes et des actions directes sur le web, et ces choses qui commencent à être, avec lesquelles on commence à jouer, ça peut amener à des situations qu'on ne voit pas nécessairement maintenant. Si l'IA va générer des actions
directs. Comme par exemple, on a vu des commandes de pizza via, voilà, via ce genre d'algorithme. Ben, une commande de pizza, ça va. Mais si on commandait autre chose, et dans quel contexte et tout ça, c'est questionnant. D'ailleurs, il y a une belle question sur le chat de YouTube de Michel Bricteux par rapport à la déclaration de Montréal. Est-ce qu'on a eu, il y a quelques années, hein, il y a eu un travail fait sur ces questions d'éthique, justement, notamment, pas que, mais notamment. Est-ce que ça mériterait une actualisation? Est-ce que c'est vraiment autre chose là, notamment avec une réglementation, possiblement assez plus vite que ce qui est envisagé actuellement? Comment tu vois les choses, Philippe? Oui, ouais, c'est une super question. Il faudrait que je me rafraîchisse la mémoire quant aux détails de la déclaration de Montréal. Ça a amené beaucoup d'éléments par rapport au contexte d'utilisation de l'IA. Ouais. Là, il y a, puis à ce moment-là, quand ça a été fait, l'IA générative n'était pas qu'elle est encore aujourd'hui. ce qu'elle est aujourd'hui. Fait que je pense que c'est ça. Mais au travers de tes réponses que tu as fournies là, c'est sûr que c'est ça, on voit justement cette nécessité de mieux comprendre et les systèmes qui sont en train de se mettre en œuvre et la question de transparence du traitement des données. Ça, c'est des aspects qui étaient déjà dans la Déclaration de Montréal. C'était quand même assez générique et c'est important de l'être. Mais je pense que la Déclaration de Montréal, en tout cas, il y a beaucoup de gens, de chercheurs en éthique puis de chercheurs en IA qui s'entendent sur le fait que de faire une réglementation de l'IA en général, c'est très difficile, mais de faire de s'attacher à des réglementations, d'attacher nos réglementations aux usages spécifiques qu'on voit de l'IA, ça a beaucoup plus de chances de succès. Et c'est clair que l'IA générative fait apparaître des nouvelles utilisations pour lesquelles il va falloir légiférer. Fait que oui, écoute, ne serait-ce que l'utilisation de l'IA dans les salles de cours, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça ne sera pas à la Chambre des communes que ça va se régler, mais les professeurs et les universités doivent se positionner par rapport à ça. Même si on n'est pas capable de détecter l'utilisation de l'IA générative, on peut dire dans un code d'éthique que ce n'est pas acceptable de l'utiliser si les professeurs demandent de ne pas l'utiliser ou qu'il y a des contextes dans lesquels c'est acceptable de l'utiliser. Il va peut-être falloir apprendre à se faire confiance un peu aux étudiants ou à créer un environnement dans lequel ça se produit moins. C'est pas nécessairement facile de se rendre là, mais il va falloir se poser ces questions-là. Puis ça, la Déclaration de Montréal en IA, ça ne dit pas, il ne faut pas utiliser ChatGPT dans les salles de cours. Absolument, absolument. D'ailleurs, si on passait, parce qu'on vient de parler de contraintes, vraiment de régulation, réglementation, meilleure compréhension, mais si on voit vers l'avenir, Philippe, quelles sont les tendances émergentes et les innovations à venir dans ce domaine-là? Oui, tu l'as mentionné tout à l'heure, Mehdi, la connexion de l'IA générative avec d'autres systèmes. Ça, c'est ce qu'on voit de plus en plus. Donc, Bing Chat en est un exemple où on va connecter l'IA générative à un engin de recherche. Puis, éventuellement, dans une conversation avec l'IA, ça va nous sortir une page de résultats de recherche. Ça, c'est une avenue intéressante. On peut le faire en le connectant à un site Domino's Pizza pour commander pizza. Ça, on va voir de plus en plus de ces connecteurs-là. Il y a plein de risques liés à ça. J'espère qu'on ne le connectera pas au système de défense du Canada. Yes, Mais, this is a question I would like to hear also Sure. from our Anglophone friends about the potential applications of AI. What field do you believe are still unexplored, and what are these potential applications in the future of Yeah, there were good questions in the chat about using it in manufacturing or Yes. or concrete examples.
So I mean, I can use my imagination. First, my disclaimer is I'm not an expert in manufacturing. I'm not an expert in aerospace or whatever industry is your favorite industry. So it's hard for me to find concrete examples that I know would be useful to you. But in manufacturing, just like in the ideation process, it for sure can be useful, right? It can be useful at, like, brainstorming sessions will never be the same. You will, people are starting to do it, but you just bring up Midjourney into a board meeting, and you just start. You bring it up, and it replaces a bunch of Post-it because it generates idea. These ideas need to be cleaned up, but you play around with prompt and you get new ideas. Someone asked me to define a prompt, and I'm going to do it here because I'm talking about that very briefly. A prompt is a piece of text, natural language text, the kind of text I'm using to talk to you right now, that describes the result you want. So if you're talking about something like Midjourney to generate an image, the prompt is a description that can be as long as you want, that tries to describe the image you're looking for. When you talk about the prompt for ChatGPT, it's a description that can be as long as you want to describe the result you're looking for. But you can, since it can be very, very long, you can spend time to explain, for all the text you generate in the future, please use the second person when you talk about someone else, or imagine that you are a doctor. So you can do these things. So prompts it's a very, very flexible and generic concept. So if you can think of, to come back to the example of brainstorming, in a brainstorm, you can use a prompt to describe what you're looking for. You start the system with that prompt and then just iterate quickly to try to drive it in the direction you want to find ideas. It's a really powerful tool. I think we will see platforms built on top of ChatGPT, brainstorming platform built on top of ChatGPT, for example, and these will be useful in a bunch of different industries. So yeah, I don't know. Like if you have any other specific examples that you would like me to talk about, or you would like to see, hey, could ChatGPT be used in example X, or could Midjourney be used in example Y? Happy to take a look at that. So if we think about our creativity, actually, if I listen to what you're saying, we will not become less creative. Actually, we're going to be, it's going to be a sort of different sort of creativity that we're going to develop as human, right? I mean, it's really hard to predict what will come of it, right? I think, it's really hard to predict. Given what we have right now, I think, yes, it shifts our creativity. Basically, like I find it myself a very it sparks my creativity because I get this immediate answer and I can try something else very quickly. So I find like, hey, I'm at the wheel, I'm driving, I'm being creative. What people fear are a state somewhere in the future where you can say just write an entire novel and you feel you haven't yes, exactly. What you've specified is so high level that you didn't require any creativity besides saying write a novel. So this is where people are scared that it will basically take over our creative processes. And to be honest, I mean, I don't know where this is going. Maybe we will reach that point. I think that point is synonymous with a term used in AI called AGI, Artificial General Intelligence, which is the holy grail of researchers in AI since the 1950s, the idea that eventually you can build a system that is able to do anything a human can do. I don't know if we'll get there. Most researchers think we will. I don't know if we're close to it. It's like more and more researchers think it's not that far in our future. But then, an amazing period of time that we are living, right? But it forces us to ask ourselves these questions. Why do we create? Right? Is it just to be entertained, or is it because it's part of who we are as humans? It's an important part of what we aspire to do in life. And this is not the kind of questions you ask in a business setting, but I think they will become super important in the future. So if you want to invest in personal development today, I would say take up philosophy. Take up philosophy of the mind. These questions have been explored by philosophers since like 2000 years ago. Go back to Socrates, go back to these questions. I think they will be more and more important
in the future of even like of all decision makers and all leaders out there. Wow. D'ailleurs, pour revenir à la question du manufacturier, la prise de décision peut être renforcée pour justement dans certains aspects. Si on intègre au fait l'utilisation de l'IA dans le processus de fabrication, mais le côté ingénierie, le côté où on introduit aussi les concepts qui existent, fait que ça peut aider énormément à plein de choses, en gardant l'aspect de fact-checking. Ouais, Donc, c'est ça l'élément principal. Donc, il y a toujours, pour l'instant du moins, il y a toujours donc j'imagine une boucle vertueuse où l'humain n'est pas éjecté du circuit, mais que ça peut amener des choses intéressantes. Ouais. Donc c'est ça, toujours, tu sais, si par exemple on dit, on va donner le textbook d'engineering à ChatGPT, puis ça va en faire un ingénieur, toujours se rappeler que la seule chose que ChatGPT apprend, c'est à prédire le prochain mot dans le textbook. Okay? Il n'a pas compris aucun des concepts fondamentaux du textbook de la manière dont un humain aurait compris. Il a appris à prédire le prochain mot. Donc, quand on se dit on va servir de ChatGPT comme psychologue pour faire de la psychologie at scale parce qu'on en a besoin, on sait bien qu'aujourd'hui, ben non, mais c'est facile à comprendre. Imaginez que le cours que votre psychologue a suivi, il a lu tous les livres de psychologie puis il a appris à prédire le prochain mot dans le livre. C'est pas nécessairement le genre de psychologue qu'on veut. Il va être bon, je veux dire, il va avoir l'air bon, mais il ne sera pas bon. Il n'aura pas compris les principes fondamentaux. Et c'est très, très dangereux de s'imaginer qu'on peut s'en servir comme ça. Et là, quand tu dis « pas encore », ben, je mets un gros bémol là-dessus parce que c'est tu sais, quand on entend Yann Lequin qui dit « oh, c'est pas un grand progrès », mais bon, c'est énorme. Non, mais c'est un progrès important. Mais ce qu'il veut dire par là, c'est que le prochain progrès qui va nous permettre d'ancrer de la logique dans ChatGPT, de la compréhension fondamentale, c'est pas anodin comme progrès. Ça va demander de la recherche fondamentale. Ce ne sera pas juste genre, dans 6 mois, on va y être. C'est l'erreur classique qu'on fait quand on fait de la prédiction du futur à partir du passé. C'est qu'on voit toujours une nouvelle technologie qui émerge, puis ça nous fait un gros step en haut, puis là c'est là-dedans qu'on est, puis on continue d'extrapoler. Mais la vérité, c'est qu'on risque d'avoir un autre plateau jusqu'à ce qu'en recherche fondamentale, on fait assez de progrès pour pouvoir transformer notre ChatGPT de prédicteur de mots à un système qui comprend vraiment un modèle de la réalité, qui est capable de construire des modèles plus formels de la réalité. Il y en a qui pensent qu'on va le faire juste avec la technologie qu'on a, puis c'est pas impossible parce qu'il y a il y a des aspects émergents de cette technologie-là qu'on ne se doutait pas qu'elle allait exister, mais la plupart des chercheurs s'entendent pour dire qu'il manque quelque chose de fondamental dans ChatGPT et puis ça pourrait prendre du temps avant qu'on découvre. C'est les points que tu as soulevés tantôt, notamment avec la lettre de Benjo. Tout à fait. C'est là-dessus que Benjo travaille en ce moment, d'ailleurs. On attend avec impatience ces avancées-là. Il y avait une question. Bon, le temps, écoute, je m'attendais à cela. Je ne sais pas si on est capable de faire le tour. On peut rapper vite. On peut commencer à rapper, mais il y a une question que je trouve peut-être pour nos amis qui nous suivent encore là sur YouTube. Il y a une question par rapport à la confidentialité des données. Les gens sont en train d'alimenter la machine avec plein de choses, plein de données, notamment sur des plateformes qu'on ne sait pas où. On sait, mais on ne sait pas. Les données sont stockées de quelle façon. Est-ce qu'il y a, oui, ça alimente l'algorithme, mais est-ce qu'il y a des copies qui se font bref, qu'est-ce que tu en penses je dirais, des questions de confidentialité? Avant de faire une utilisation sérieuse de n'importe quelle plateforme, lisez les Terms and Conditions. C'est le principal ici. Il y a de plus en plus de plateformes qui gardent la confidentialité des données qu'on leur envoie, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas entraîner la prochaine version de la plateforme sur les données qu'elle a vues. Mais la version publique de ChatGPT, à l'origine, puis je pense encore aujourd'hui, elle n'offre aucune de ces garanties-là. Si vous écrivez quelque chose sur ChatGPT, ça va être utilisé dans le prochain entraînement. C'est des données qui ont beaucoup de valeur pour eux. Puis ça va être utilisé dans le prochain entraînement de la plateforme. Donc, essentiellement, vos données sont rendues d'une certaine façon publiques. La plateforme ne mémorise pas ces trucs-là, mais
ça pourrait très facilement recracher certains des éléments que vous avez mis dans vos questions, dans vos conversations. Donc, il faut faire attention à ça, aller lire les Terms and Conditions. Il y a certaines utilisations pour lesquelles un cloud, c'est absolument inacceptable. L'idée d'utiliser un chat GPT sur un cloud externe, c'est inacceptable. On voit de plus en plus de plateformes qui commencent à intégrer des large language models de style GPT, de Transformer, GPT, éventuellement ChatGPT, je suis certain qu'on va le voir, dans des clouds privés. On a Cohere à Toronto qui fait quelque chose comme ça. AWS a annoncé des choses comme ça. On peut, je pense, utiliser Hugging Face de cette manière-là. C'est un peu plus compliqué d'utilisation, c'est un petit peu moins performant que ChatGPT, mais ça vous permet d'avoir quelque chose de similaire sur vos propres serveurs. Donc, de garantir la confidentialité beaucoup mieux. Peut-être pour conclure là-dessus, le genre d'avancée qu'on va voir, à mon avis, là, vous voulez que je prédise le futur. Là. Je ne vais pas prédire le futur de la recherche fondamentale, c'est trop difficile, mais je vais vous prédire un peu le futur des modèles qu'on voit aujourd'hui. Ils vont devenir de plus en plus petits. OK? De moins en moins coûteux à entraîner, puis de moins en moins coûteux à opérer. Je suis pas mal certain que c'est ça la tendance qu'on va voir. C'est drôle parce que quand on en parle puis qu'on fait du gros marketing autour de ChatGPT, c'était « Ah, il est 10 fois plus gros, il y a plus de paramètres que dans le précédent, tout ça. » Je pense que si on ouvre le capot, on va se rendre compte que c'est même pas si vrai que ça. C'est qu'à force d'en faire, on a une meilleure compréhension de ce dont on a vraiment besoin pour les créer, puis on n'a pas besoin d'autant de paramètres que ce qu'on pensait, ou de données d'entraînement que ce qu'on pensait. On améliore la qualité des données d'entraînement et tout ça. Donc, je pense que ce que ça veut dire, c'est que dans le futur, ces modèles-là vont être plus faciles à créer. Ils vont en avoir plus de compétiteurs. Et c'est ça. Donc, ChatGPT, il va toujours en avoir un qui va être marginalement meilleur que les autres, là, mais Oui. à la marge, c'est peut-être pas super important pour toutes les utilisations qu'on va en faire. Philippe, une dernière question. Et notamment, c'est une question qui se sur plusieurs lèvres par rapport à l'emploi. Les implications, rapidement. Les implications que tu entrevois, on parle de possibilités technologiques, économiques dans le process ou dans l'utilisation, mais l'impact sur la formation et l'emploi, comment tu la vois? Comment tu... Ouais. Ben, c'est sûr que ça va avoir un impact dans les salles de classe, on en a parlé un peu. Sur l'emploi, est-ce qu'on va apprendre à écrire des bons prompts? Hein? C'est une question intéressante, on le voit de plus en plus. Hein? Il y a Le prompt engineering. cette nouvelle... Il y a quelqu'un qui a proposé dans le chat, là, je l'ai oublié, là, mais qui a proposé une version française de prompt engineering que j'ai trouvé sympathique. Ouais, est-ce qu'on va voir de plus en plus ça? Essentiellement, c'est une espèce de travail de communication. En leadership, ça fait longtemps qu'on apprend à bien communiquer avec nos équipes pour être en mesure d'exprimer la direction, les valeurs, les orientations d'une entreprise, tout ça. Est-ce qu'on va apprendre à bien communiquer avec les IA qui sont super limités dans leur compréhension de ce qu'ils peuvent faire, mais si on est capable de bien leur communiquer nos objectifs, peut-être qu'on va être plus efficace à les utiliser. Je ne sais pas. Est-ce qu'on va apprendre ça à l'école? C'est une bonne question. Je pense que ça va être de plus en plus difficile de l'éviter. Certains des profs les plus progressistes avec qui je travaille ont intégré ChatGPT positivement dans leur classe. On fait des exercices en groupe dans la classe avec ChatGPT. Ça nous permet aussi de voir, de distinguer entre une véritable réflexion qu'on fait, puis quelque chose qui peut être recréé par un AI très rapidement. Donc, c'est quand même intéressant. Il y a des profs qui se sont dit, écoutez, maintenant vous avez accès à ChatGPT, je m'attends à ce que vos dissertations soient encore meilleures parce que, rabattez-moi pas des lieux communs qui pourraient être trouvés instantanément par ChatGPT. Je veux voir votre créativité dans la dissertation. Est-ce qu'on va voir ça de plus en plus? C'est une bonne question. Mais c'est certain qu'on va l'explorer. Peut-être qu'on va avoir aussi des plateformes. Je parlais tout à l'heure de la capacité à exprimer nos préférences, utiliser ChatGPT pour exprimer nos préférences dans un système complexe. Mais un système d'apprentissage, c'est un système complexe. On a des systèmes d'apprentissage en ligne. Peut-être qu'ils vont être en mesure de mieux comprendre ce qu'on veut apprendre, notre compréhension actuelle d'un sujet
pour nous créer un curriculum personnalisé. Il y a des gens qui font de la recherche là-dedans. Il y a une entreprise à Montréal en particulier qui s'appelle Corbett AI qui fait de la recherche dans cette direction-là depuis un certain temps. Probablement que l'IA générative, ça va venir donner un vent de fraîcheur à ces initiatives-là. On l'espère, hein, on l'espère de tout cœur. En guise de conclusion, Philippe, est-ce que tu peux nous rappeler justement de faire peut-être une... selon toi, c'est quoi les éléments clés qu'il faut retenir de ce qu'on vient de dire? Si on a synthétisé là, si on devrait retenir quelques éléments de cette heure qu'on vient de passer ensemble, ça serait quoi? Oui, j'ai tout enregistré. J'ai demandé à ChatGPT de faire. And Philippe, I'm going to ask you to say some of your words also in English. Absolutely. I'm going to say it in English first and then repeat it briefly in French. So, in summary, the most important aspect is remember that ChatGPT is a word prediction machine, and therefore it's really, really good at predicting words, but really, really bad at anchoring any of that into documents, into a database, into Wikipedia, or into something you could call fact. So always remember that. If you are planning to use ChatGPT to do something, use it to do something where it's not dramatic if what it spits out isn't anchored in truth or in documents. So don't use it as a search engine. Connect it to a search engine if you want. So that's the most important thing. The second takeaway is the creative use, like using ChatGPT, using generative AI to create content is just the tip of the iceberg. There will be a lot more with it. And I think the direction to think into is how can generative AI help me understand my users better? Or personalize the experience for my user, understand their preference. That would be my two takeaways. So, en français, brièvement, rappelez-vous toujours, ChatGPT, c'est fait pour prédire le prochain mot, servez-vous-en pas pour essayer de comprendre la vérité ou de l'éduquer pour faire de l'engineering, c'est la pire idée. Donc, utilisez-le dans des contextes où c'est pas grave s'il se trompe. Puis deux, rappelez-vous que la génération de contenu créatif, c'est que la pointe de l'iceberg. On va voir l'utilisation de GPT dans plein d'autres exemples et je pense qu'un des principaux, ça va être l'utilisation de ChatGPT pour mieux comprendre nos utilisateurs puis leur offrir un système qui répond à leurs préférences, mais de manière beaucoup plus flexible que ce qu'on a en ce moment. Et pour les amoureux de pizza... Commandez votre pizza avec ChatGPT. Vous allez avoir une belle surprise. Vous allez d'aimer les anchois. Tout à fait. Un grand merci, Philippe, pour ton temps. Oui, Dominique? No, I said thank you, Philippe. Brilliant. Thank you for that brilliant You're presentation. very welcome. You're very welcome. Thanks, everybody on the chat. It was coming from all over the world. I'm going to try to respond quickly after, but... Voilà, really donc sur les questions qui sont sur YouTube, on n'a pas pu passer au travers parce qu'on avait nos questions et toutefois on avait aussi à intégrer certaines de vos questions. Philippe a gentiment d'ailleurs répondu tantôt là pour dire que suite à la diffusion, il va essayer de trouver un moment pour répondre à certaines questions. Un grand merci à vous. Donc, un énorme merci, Philippe, encore une fois. Merci, Dominique, d'être là. Donc, là, on passe à l'annonce du commanditaire qui est nous, voilà, qui peut le printemps numérique. Donc, en fait, encore une fois, je voulais vous rappeler que cette année, MTL Connect, la semaine numérique de Montréal, va se dérouler du 10 au 13 octobre. Ça va être en présentiel à Montréal. Il va y avoir la possibilité aussi de suivre cet événement en ligne. La thématique centrale, c'est intelligence collective, notamment, enfin surtout pour faire pas une opposition, mais donc une résonance par rapport à l'intelligence artificielle. Donc l'humain, et on l'a vu durant cette heure passée ensemble, l'humain reste un élément fondamental de l'utilisation de la technologie. L'IA générative va être beaucoup traitée durant MTL Connect cette année. La Belgique va être à l'honneur, donc avec ses belles régions, Bruxelles-Capitale,
la Wallonie qu'on adore, et puis la Flandre, la région Flandre. Bruxelles capitale d'ailleurs, où on était il y a donc il y a quelques semaines, parce que il y a eu le déroulement d'une nouvelle édition du Printemps numérique de Bruxelles. Pour les gens qui nous ont suivis, qui se sont inscrits sur Eventbrite, les prochains jours ou semaines, on va vous transmettre peut-être justement un code pour pouvoir participer à l'événement. On va vous concocter une petite surprise. Voilà. Merci tout le monde. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez autant appris que nous. Et au plaisir de vous revoir, que ce soit en ligne ou en présentiel, on préfère. Et à très bientôt.